Pour la gynéco, c'est qui présente? Oui, à vous la parole, cher docteur, à vous. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais premièrement remercier l'équipe Substance Crise qui nous permet d'avoir cette plateforme pour passer ce message sur les complications rénales au cours de la grossesse. Nous voulons également rappeler au public qu'aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale du rein. C'est une journée dédiée à une sensibilisation autour des maladies rénales. Nous savons si bien combien est-ce que la maladie rénale chronique représente un lourd fardeau. Environ un patient sur 8 présenterait une maladie rénale chronique selon les études qui ont été menées non seulement à Kinshasa, mais également à l'est du pays. Et profitant de la couverture santé universelle qui a débuté avec la maternité gratuite, tout en sachant que ces femmes qui viennent accoucher chez nous peuvent présenter des complications et ces complications peuvent également intéresser un organe noble que Dr Lungu adore, ainsi que Dr Affectionne. Clarisse Condi. Alors, j'ai le privilège de modérer cette belle session, ce beau webinaire. Et moi, je suis Dr Yannick Landou, je suis néphrologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Je suis euh, adjoint à l'unité d'hémodialyse des cliniques universitaires de Kinshasa. Je suis le secrétaire général de la Société congolaise de néphrologie, en même temps président des jeunes néphrologues de l'Association africaine de néphrologie. Je vais modérer ce webinaire avec le très respecté Dr Long, qui est mon maître en même temps. Dr Augustin Longo, il est néphrologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il fait partie de l'équipe prise en charge à l'unité d'hémodialyse. Il a fait un DFMSA en France à l'hôpital Clermont-Ferrand. Il a de nombreux DU en transplantation rénale, en réanimation néphrologique, pour dire que c'est un grand néphrologue de l'université de Kinshasa et de toute la RDC. Bonsoir, docteur Long. Bonsoir, docteur Yannick. Et je vais finir par présenter l'oratrice du jour, c'est docteur Clarisse Nkondi Nsenga. Elle est néphrologue aux cliniques universitaires de Kinshasa, également au centre hospitalier Montpellier. Elle a un DFMSA en néphrologie à l'université de Tours, également un DU de transplantation d'organes. Elle travaille avec nous au service de néphrologie des cliniques universitaires de Kinshasa, précisément à l'unité d'hémodialyse. Donc, docteur Clarisse Kondi, vous aurez 25 minutes pour faire votre présentation. Et après cela, nous passerons la parole au co-modérateur pour la séance des questions et réponses. Merci. Merci, docteur Yannick. Bonsoir tout le monde. Très respecté, docteur Longo, bonsoir. En Bonsoir, 25 docteur. minutes, nous allons essayer d'aborder les complications rénales au cours de la grossesse. Ce sujet est plutôt vaste. On va essayer d'aborder quelques points très rapidement en 25 minutes, tout en sachant que tous les éléments que nous allons donner ne sont pas exhaustifs. Défiler, s'il te plaît. Oui, j'essaye. Oui, donc la grossesse est un état physiologique au cours duquel s'effectuent des modifications. Ces modifications, en fait, ont pour but de permettre le développement jusqu'à son terme d'un fœtus viable. Et ce mécanisme est contrôlé par les hormones, comme nous le savons tous, principalement la progestérone, mais encore plus bien d'autres que détailleront mon collègue l'obstétricien. Et ces modifications, donc, comme on disait, ne sont pas sans conséquences, tant pour l'organisme maternel que pour le fœtus. Et donc, l'organisme maternel n'est pas épargné du risque de complications à tous les niveaux et c'est à toutes les étapes de la grossesse que peuvent survenir les complications. L'insuffisance rénale aiguë associée à la grossesse ou le Pregnancy-Related Acute Kidney Injury peut survenir à tous les trimestres, comme je l'ai dit. C'est une entité qui a été décrite initialement comme étant rare. En fait, dans les pays développés, l'incidence est tournée entre 1 et 2,8%.
Mais cette incidence est sans cesse croissante du fait des profils maternels à risque. L'âge avancé à la conception qui est de plus en plus élevé pour les jeunes femmes actuellement, l'obésité, le recours à la procréation médicalement assistée, l'hypertension artérielle chronique et la présence d'une maladie rénale chronique préexistante avant la grossesse. Dans les pays en développement, il y a peu de données. Cette incidence varie entre 4 et 26 en fonction des pays étudiés et des zones desservies en soins de santé. Docteur, s'il te plaît. Docteur Yannick. J'essaye de défiler. Et cliquez Ben, sur l'écran. Vous pouvez faire un clic droit sur l'écran. OK. ok. Et puis vous passez. Euh, d'accord, merci, c'est bon. Et donc, c'est un enjeu pour les pays en développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le suivi prénatal n'est pas toujours adéquat dans toutes les zones de santé qui ne sont pas forcément desservies en hôpitaux pouvant mener à bien le suivi pendant la grossesse, mais également le coût et le poids des avortements clandestins sceptiques qui font le lit de l'agression rénale aiguë dans ce contexte-là. Cette agression rénale aiguë liée à la grossesse est difficile à évaluer. Ben, elle est difficile à évaluer. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce qu'on n'a pas de créatinine antérieure, ce qui est rarement disponible auprès de nos patientes, sauf pour les cas de patientes avec maladie rénale chronique préexistante qui, dans ce contexte-là, ont des grossesses programmées. Mais aussi parce que les critères diagnostiques de l'agression rénale aiguë, donc les critères de Riffel, d'Akin et de été validé dans la population de la femme enceinte. Docteur, on peut défiler. Alors, quelles sont ces modifications? Sous l'effet des hormones, principalement la progestérone, il se produit des modifications au niveau rénal de plusieurs ordres. Sur le plan anatomique, on a une augmentation de la taille des reins de l'ordre de 30%. Et cette même progestérone va entraîner une dilatation, une vasodilatation, en fait, si on peut le dire, au niveau artériolaire, artériole afférente et efférente. Également, une dilatation des cavités pyélocalicielles qui est liée d'une part à l'effet de la progestérone, mais de l'autre part, la compression des voies urinaires par l'utérus gravide. Et donc, cette dilatation des cavités pyélocalicielles aura pour conséquence une hydronéphrose qui, dans ce contexte, sera physiologique, mais aussi une modification au niveau de la perméabilité de la membrane basale glomérulaire qui, dans le sens de la dilatation de la taille des pores, ce qui va expliquer les modifications glomérulaires que l'on aura chez notre patiente au niveau rénal, une augmentation du débit de filtration glomérulaire jusqu'à 50%, ce qui a pour conséquence une baisse de la créatinine sérique. Voilà pourquoi les critères de diagnostic de Riffel et de Akin n'ont pas été validés dans la population de la femme enceinte pour le simple fait que chez cette population-là, il y a déjà une baisse du taux sérique de la créatinine plasmatique, ce qui risque de porter à confusion le diagnostic même d'agression rénale aiguë ou de sous-estimer ou de passer à côté de certains cas. Ces modifications glomérulaires vont aussi expliquer une augmentation de la protéinurie, donc une protéinurie qui sera dans ce cas physiologique lorsqu'elle est inférieure à 300 mg par 24 heures ou à 30 mg par gramme. Mais aussi des modifications endocriniennes. Sous l'effet donc de la progestérone, comme on l'avait dit dès le départ, il y aura donc une baisse des résistances vasculaires systémiques, ce qui entraînera hypovolémie, une hypovolémie relative. Et cette hypovolémie relative sera à la base de l'hyperactivité, si on peut dire, du système angiotensine, aldostérone, mais de l'autre part, l'augmentation de la production du monoxyde d'azote. Cette augmentation de la production du monoxyde d'azote ne fera que renforcer l'effet d'une part de la progestérone, donc en augmentant encore, en agissant encore sur les résistances vasculaires tant périphériques que rénales. Docteur, s'il te plaît. Yannick.
Alors, les étiologies de l'agression rénale aiguë liée à la grossesse peuvent être classées selon les trimestres. Au premier trimestre, les deux premières lignes que vous voyez, c'est l'hyperémesis gravidarum et les avortements septiques. Ceci, pour l'hyperémesis gravidarum, ce sera une insuffisance rénale fonctionnelle liée à une hypovolémie sur laquelle on peut agir avec des moyens simples, mais, pour, pour éviter en fait la progression vers la nécrose tubulaire aiguë. Ainsi qu'au premier trimestre, les avortements septiques dans le contexte d'avortements clandestins, dans ce cas aussi, ce S'il sera... vous plaît, docteur Clarisse, s'il vous plaît. Oui, oui, docteur. Allô? Est-ce que vous pouvez, si vous pouvez vous rapprocher de votre machine parce que le son n'est pas bon. Ah, d'accord. C'est mieux comme ça? Oui, très bien, merci beaucoup. Ah, d'accord, je t'en prie. Donc, je disais, au premier trimestre, on a l'hyperémesis gravidarum et les avortements septiques. Après la 20e semaine, c'est là que nous avons la prééclampsie avec comme complication l'éclampsie que nous allons détailler plus tard, mais aussi les infections du tractus urinaire. Ces infections sont favorisées par, comme on l'a dit, la dilatation des cavités piélo-calicielles du fait de la grossesse, mais aussi l'hydronéphrose physiologique, qui feront donc le lit des infections à répétition du tractus urinaire qui peuvent aller qui peuvent aller d'une infection simple jusqu'à une pyélonéphrite. Le syndrome qui peut survenir au deuxième trimestre ou très tard, enfin, ou jusqu'à la fin du troisième trimestre. Ensuite, ensuite, nous aurons donc les atteintes rénales du péripartum, ce sont les MAT et les hémorragies de la délivrance. Dans ce cas, pour le MAT, il peut s'agir soit d'un PTT ou d'un SHU, on va le détailler plus tard. L'hémorragie de la délivrance, dans ce contexte, nous aurons une nécrose tubulaire aiguë d'origine ischémique. Docteur Yannick? Docteur Yannick? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Jusque-là, nous avons vraiment un sérieux problème concernant les sons. Ça sort entrecoupé. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion ben, de la machine. Peut-être un problème de connexion. Là, ça va mieux. Vous Je utilisez me une suis machine? rapprochée. Je me rapproche encore plus. Ça va mieux. Oui, Hmm. comme ça. Là, ça va bien. Là, ça va D'accord, mieux. merci. Merci. D'accord. Hmm. Là, je Si suis tu vraiment... peux, docteur Clarisse, est-ce qu'il y Oui. a moyen de revenir un peu en recommençant, en commentant ce tableau? Parce que ça, là, ça posait beaucoup de problèmes. Docteur Yannick, Oui, tu peux oui, revenir sur oui, la oui, diapo oui, oui, merci. précédente parce que ça, c'est la suite du tableau, en fait. Si tu peux revenir au début de ce tableau, s'il te plaît. Docteur Ok. Yannick, oui. Donc voilà, Oui. je disais au premier trimestre, les étiologies de l'agression rénale aiguë liée à la grossesse peuvent être classifiées selon la période de survenue pendant la grossesse, en fonction des trimestres. Au premier trimestre, c'est l'hyperémesis gravidarum et l'avortement septique. Après la 20e semaine d'aménorrhée, là, c'est la prééclampsie avec comme complication l'éclampsie. Et également, autour de la 20e semaine, les infections du tractus urinaire qui peuvent aller d'une infection simple jusqu'à une pyélonéphrite. Ces infections qui sont favorisées par l'hydronéphrose physiologique et la dilatation des cavités piélo-calicielles sous l'effet des hormones, comme on l'a dit tantôt. Et, et les étiologies du péripartum, c'est là qu'on retrouve les microangiopathies thrombotiques. Il peut s'agir d'un PTT ou d'un SHU atypique, et puis les hémorragies de la délivrance. Jusque-là, docteur Longo, ça va? D'accord, oui, ça va. Vous m'entendez toujours? Oui, 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 ça va. Ça va D'accord, nettement bien. merci. Docteur Yannick, tu peux m'aider, s'il te plaît? La dia suivante. OK. Donc, comme on l'a dit,
Oui, c'est la suite du tableau. Euh, Au troisième trimestre, on parle de la stéatose hépatique aiguë liée à la grossesse qui, qui est qui est rare et décrite rarement dans nos contextes. Très peu de données le rapportent. Mais aussi, on peut observer une poussée du lupus, une néphropathie lupique, une obstruction des voies urinaires dès le second trimestre du fait donc de l'augmentation de la taille de l'utérus gravide qui majore la compression des voies urinaires essentiellement. Docteur? D'accord. Donc, nous avons dit au premier trimestre, il s'agit principalement de l'hyperémesis gravidarum. L'hyperémesis gravidarum, en fait, est d'origine hormonale liée à l'action de la bêta-HCG qui va entraîner des vomissements qui normalement sont physiologiques, mais qui peuvent s'aggraver jusqu'à devenir incoercibles et entraîner dans ce contexte une déshydratation extracellulaire. Qui dit déshydratation extracellulaire dit donc insuffisance rénale fonctionnelle. Et donc, dans ces contextes, c'est une insuffisance rénale qu'on peut très facilement récupérer par des traitements simples, donc la réhydratation parentérale par des solutions salées isotoniques, ainsi que l'utilisation des traitements antiémétiques jusqu'à l'arrêt des vomissements, tout en évitant que cette insuffisance rénale aiguë fonctionnelle n'évolue vers une insuffisance rénale aiguë organique, principalement une nécrose de type nécrose tubulaire aiguë. Après l'hyperémesis gravidarum, on a des avortements septiques. L'avortement septique, le grand risque, c'est une bactériémie à Clostridium perfringens qui fait partie de la flore commensale vaginale, qui en cas d'avortement clandestin peut par bactériémie entraîner une insuffisance rénale aiguë organique. Et il est décrit que cette insuffisance rénale organique aboutit ou conduit très fréquemment à des nécroses corticales. Et dans ce contexte, l'insuffisance rénale est irréversible. Mais aussi, de cet avortement septique, pas forcément une bactériémie, mais le point de départ peut être une endométrite qui, dans ce contexte, expliquera aussi une insuffisance rénale. Docteur? Il est important de rappeler ce que c'est l'hypertension artérielle de la grossesse. On parle d'hypertension artérielle. Vous m'entendez? Allô? J'ai un message qui dit qu'il n'y a pas de son. Oui, nous attendons, bien qu'entrecoupé parfois. Ça va mieux là? Je pense que c'est un problème de connexion. Je Pas suis vraiment. désolée. Allô? Oui, ça va D'accord. mieux. Oui, je Ça crois. va mieux. D'accord. Donc, il est important de rappeler ce que c'est l'hypertension artérielle de la grossesse. On parle d'hypertension artérielle chronique lorsque l'hypertension existe avant la grossesse. C'est le dernier point de notre diapositive. L'hypertension elle-même, au cours de la grossesse, elle est définie comme une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et une diastolique ou une diastolique supérieure à 90 mm de mercure à 2 reprises, à 4 heures d'intervalle, chez une patiente qui s'est reposée, détendue en position assise ou en décubitus latéral gauche. Alors, l'hypertension artérielle est dite gravidique lorsqu'elle survient après la 20e semaine d'aménorrhée, mais sans protéinurie. Dans ce contexte-là, on parle d'hypertension artérielle gravidique. On parle de prééclampsie lorsque nous avons donc une hypertension artérielle gravidique qui est survenue à la 20e semaine, associée à une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures ou 300 mg par gramme. La prééclampsie surajoutée, c'est lorsque nous avons une hypertension, une patiente qui avait une hypertension artérielle chronique et qui présente donc une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures. Docteur Yannick? Donc là, on fait que répéter ce qu'on a dit.
Euh, donc, hypertension gestationnelle, comme on a dit, 20 semaines d'aménorrhée, pas de protéinurie, mais également, il faut signaler, pas de dysfonction d'organes ni utéroplacentaire. Et la prééclampsie, comme on a dit, c'est la 20e semaine avec une protéinurie et il peut y avoir une dysfonction. Dans ce contexte-là, c'est une complication qu'on appelle prééclampsie. Éclampsie, je m'excuse. Et les autres hypertensions qu'il faut mentionner aussi, l'hypertension blouse blanche. Alors, la prééclampsie, elle constitue 15 à 20% d'infections, d'agressions rénales aiguës liées à la grossesse. Comme on l'a défini, c'était la protéinurie supérieure ou égale à 300 mg associée à une hypertension qui survient dès la 20e semaine d'aménorrhée. Mais aussi, on peut se retrouver dans des cas où il n'y a pas de protéinurie, mais avec des signes tels qu'une élévation de la créatinine supérieure à 1,1 mg par décilitre. Vous verrez ici que les seuils pour parler d'élévation de la créatinine sont différents de ceux de la population générale, parce qu'on a dit en fait que les critères de diagnostic n'étaient pas validés dans la population de la femme enceinte du fait de la baisse du taux de la créatinine sérique, comme on l'avait dit précédemment. À part cette élévation de la créatinine, on peut avoir un doublement de la créatinine s'il y avait une maladie rénale chronique préexistante, l'association d'une thrombopénie ou d'une atteinte hépatique. On peut avoir également les signes de souffrance cérébrale, visuelle, un OAP et une dysfonction utéroplacentaire ou un retard de croissance intra-utérin. Docteur Yannick. La prééclampsie résulte d'une dysfonction endothéliale systémique. Que se passe-t-il en fait? Pendant la grossesse, les cellules cytotrophoblastiques doivent envahir, donc il y a un défaut d'invasion des cellules cytotrophoblastiques, ce qui explique une production excessive au niveau du placenta de facteurs anti-angiogéniques. C'est le VEGF et le SFLT1, que je n'ai pas repris là, qui seront produits de façon excessive par le placenta. Ces facteurs angiogéniques ont un effet vasodilatateur. Ils vont venir se rajouter à l'effet vasodilatateur systémique de la progestérone et du monoxyde d'azote, qui, in fine, mis ensemble, vont expliquer la présence ou la majoration de la protéinurie ainsi que l'hypertension artérielle. Docteur Yannick. OK. Et cette prééclampsie a comme complication l'éclampsie. L'éclampsie, en fait, c'est une complication grave qui exige une prise en charge urgente parce elle se présente sous forme de convulsion, mais il faut noter qu'il y a des signes annonciateurs, céphalée, vision floue, qu'il faut prendre en compte. Parmi les complications, il y a le HELLP syndrome également, la CIVD qui est de plus en plus rare, le HELLP syndrome qui est une microangiopathie thrombotique intrahépatique, l'OAP, l'insuffisance rénale aiguë qui est dangereuse car elle met en jeu le pronostic maternel, ainsi que les complications fœtales comme le retard de croissance intra-utérin, la prématurité, voire la mort in utero. Docteur Yannick. Alors, pour la prééclampsie, il existe des facteurs de risque. Pour des femmes qui ont des facteurs de risque suivants, le suivi obstétrical et obstétrical doit être plus renforcé. Il s'agit des femmes qui ont un antécédent de prééclampsie, des patientes avec hypertension artérielle gravidique antérieure, des patientes avec maladie rénale chronique préexistante, parce qu'en fait, la prééclampsie peut aggraver ou favoriser une progression rapide de cette maladie rénale chronique. Des patientes avec hypertension artérielle, surtout la pression artérielle élevée dès la 15e semaine, parce qu'on se rapproche de la 20e semaine, semaine à partir de laquelle le diagnostic de prééclampsie peut être établi. Le diabète sucré, les maladies auto-immunes telles que le lupus, les femmes avec un intervalle intergénétique de plus de 10 ans, les obèses et les femmes avec antécédents familiaux de prééclampsie et de grossesse multiple. Et il est triste de constater que les femmes qui ont donné un rein
sont des femmes à risque. Docteur? Docteur Yannick? Diapositive. Alors, s'agissant de la prise en charge, quand est-ce qu'il faut débuter le traitement? Dans ce cas, il y a plusieurs recommandations qui existent. Pour les Américains, pour eux, il faut une tension artérielle supérieure à 160/105 chez une patiente avec hypertension artérielle chronique ou chez une patiente qui a l'hypertension artérielle. Lorsqu'il y a l'hypertension artérielle gestationnelle ou la prééclampsie, le seuil pour eux est fixé à 160/110. Et leurs objectifs ne sont pas très agressifs. Ça veut dire qu'il faut maintenir la systolique entre 120 et 160 mm de mercure et la diastolique entre 80 et 105 mm de mercure pour les hypertensions chroniques. L'équipe canadienne, pour les Canadiens, la pression artérielle, en cas d'hypertension artérielle sévère, il faut baisser la pression artérielle inférieure à 160/110. En fait, le seuil de 160 pour la systolique se présente quasiment dans la plus grande partie de nos recommandations. Et pour les hypertensions artérielles non sévères avec comorbidité, il faut maintenir la pression artérielle entre 140 et 159 et la diastolique entre 90 et 109 mm de mercure. Les objectifs de traitement pour les Américains ne sont pas très agressifs. Pour eux, il faut maintenir la systolique entre 130 et 155 et la diastolique entre 80 et 106 mm de mercure dans les hypertensions non sévères et sans comorbidité. Mais chez les patientes avec hypertension artérielle non sévère, également avec comorbidité, la cible tensionnelle est plus basse à 140/90 mm de mercure. La National Institute F, elle n'a des recommandations pas très agressives, qu'il faut baisser la pression artérielle. Enfin, elle est quand même un peu plus agressive que les Américains et les Canadiens. Elle recommande de baisser la pression artérielle lorsqu'on atteint 150/110 mm de mercure avec quasiment les mêmes cibles tensionnelles. Alors, lorsqu'on a une prééclampsie établie, non compliquée, quelle est la prise en charge? Docteur Yannick? La plupart des recommandations donc se mettent d'accord pour dire qu'il faut avoir comme cible fonctionnelle une pression artérielle inférieure à 160/100 mm de mercure. Mais le traitement curatif reste la délivrance. La délivrance qui généralement est faite par césarienne dans la grande majorité des cas. Tout ceci dans le but d'éviter des complications maternelles graves. Docteur Yannick, on peut revenir à la dia précédente? D'accord. Alors, en cas de prééclampsie, les antihypertenseurs seront donnés par voie intraveineuse ou même par voie péreuse. Et la délivrance, c'est le rôle de l'obstétricien qui indiquera en fonction des signes d'alerte et d'urgence quand est-ce qu'il jugera opportun de réaliser la césarienne pour l'extraction fœtale. Mais théoriquement, la césarienne doit être faite dans le bref délai afin donc d'éviter toutes ces complications maternelles. Docteur Yannick, en cas d'éclampsie, Docteur Yannick, en cas d'éclampsie, le traitement est fait d'anticonvulsivants, donc le sulfate de magnésium ou le diazépam. Les antihypertenseurs, dans ce cas, qui seront donnés par voie parentérale exclusivement, et l'extraction fœtale qui doit être faite de façon urgente par césarienne. Docteur Yannick? Quels sont les antihypertenseurs autorisés? Du fait du risque tératogène, tous les antihypertenseurs ne peuvent pas être donnés de la même manière à la femme enceinte que la femme non enceinte. Ceux qui sont utilisés, c'est l'alpha-méthyldopa allant jusqu'à 3 grammes dose maximale répartie en 2 prises. Le labétalol, on peut aller jusqu'à 800 mg à condition de surveiller donc, les effets indésirables au niveau fœtal, donc la bradycardie principalement. La nicardipine
Nous pouvons aller jusqu'à 150 mg par jour et la clonidine, le catapressant, donc jusqu'à 1 mg par jour. Les doses sont plutôt importantes pour laisser une marge de manœuvre. Docteur? Alors, parmi les insuffisances rénales aiguës liées à la grossesse, dans le péripartum, nous avons les microangiopathies thrombotiques. La microangiopathie thrombotique, elle survient donc au péripartum. C'est une anémie qui est hémolytique régénérative associée à une thrombopénie et des lésions thrombotiques au niveau de la microvascularisation. Dans ce contexte, on a une insuffisance rénale qui est plutôt sévère et une atteinte neurologique. Il peut s'agir de deux cas, soit un PTT, soit un SHU atypique. Le PTT, c'est un déficit congénital, comme on le sait, en protéine ADAMTS13, qui est le facteur clivant de facteur de Van Willebrand, et le SHU, une anomalie dans la voie, le SHU atypique dans ce contexte, qui sera une anomalie de la voie alterne du complément. Ce qui favorisera, donc ces déficits-là favorisent des microthrombes au niveau de la microcirculation rénale. La prise en charge dans le contexte de MAT est faite essentiellement d'échanges plasmatiques, d'immunosuppresseurs. Dans ce contexte, ce sont les CNI, le mycophénolate mofétyl est contre-indiqué du fait de son risque tératogène. Et en cas de SHU atypique, les anti-C5, l'équilizumab. Et si et seulement s'il y a échec d'échange plasmatique pour les microangiopathies thrombotiques, dans ce contexte, il y a indication de donner le rituximab. Docteur Yannick. Donc, les grands principes de traitement dans les agressions rénales aiguës liées à la grossesse, c'est que le suivi doit être fait par une équipe multidisciplinaire. Le néphrologue pour le risque rénal, l'obstétricien qui évaluera le risque fœtal ainsi que le risque maternel et le néonatologue pour l'accueil du nouveau-né qui sera soit né à terme ou prématuré. Et selon le cas, une prise en charge sera orientée dans ce contexte. Le remplissage vasculaire doit être fait lorsqu'on pense à une insuffisance rénale fonctionnelle, donc une hypovolémie. La dialyse est faite uniquement en cas d'indication après réévaluation par le néphrologue. Les critères d'indication de dialyse sont les mêmes critères que pour la population générale. Il existe les autres traitements spécifiques, comme on l'a dit, en fonction que nous sommes en présence d'une microangiopathie, d'un SHU, d'un PTT, et ainsi de suite. L'accouchement doit être fait de façon urgente dans les cas de prééclampsie, de HELLP syndrome et de stéatose hépatique aiguë gravidique. Les traitements, il faut également ne pas oublier le traitement des complications de l'insuffisance rénale aiguë avant l'indication de dialyse, donc l'alcalinisation. En cas d'acidose, l'usage des diurétiques de l'ANS dans les hypervolémies et les états d'hyperhydratation extracellulaire, le traitement de l'hyperkaliémie principalement. Docteur Yannick? Donc, après l'accouchement, l'une des causes des agressions rénales aiguës liées à la grossesse, c'est l'hémorragie de la délivrance. L'hémorragie de la délivrance, lorsque la spoliation sanguine dépasse plus de 500 millilitres, elle peut aller jusqu'à un état de choc. L'état de choc, dans ce contexte-là, nous aurons une insuffisance rénale aiguë, toujours par nécrose tubulaire aiguë ischémique, et le risque de nécrose corticale dans ce contexte également demeure. Le risque de décès maternel dans ce cas est très élevé. D'où le rôle de l'obstétricien dans la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, dans la bonne gestion de la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance. Dès que nous arrivons au postpartum, une consultation avec le néphrologue est à envisager à 3 mois de l'accouchement. Cette consultation aura pour but de contrôler la pression artérielle pour infirmer ou non
le diagnostic d'hypertension pour recontrôler la protéinurie ainsi que la fonction rénale. La présence ou la persistance de la protéinurie à 3 mois de l'accouchement fait indiquer une biopsie rénale dans ce contexte à la recherche d'une néphropathie sous-jacente ou d'une lésion susceptible de bénéficier d'un traitement lésionnel adéquat, ainsi que le suivi de la fonction rénale qui doit être fait dans ce contexte. Docteur Yannick. En guise de conclusion, nous disons que les complications de l'insuffisance rénale aiguë liée à la grossesse entraînent des complications graves. Ces complications-là ont un risque vital double, tant maternel que fœtal. D'où la nécessité pour nos patients d'avoir un dosage de créatinine dans le suivi, mais pour celles qui le peuvent, d'avoir un dosage de créatinine antérieur. La nécessité de reconnaître les signes d'alerte, la nécessité de reconnaître les signes d'alerte des complications rénales, la bonne gestion de l'hypertension artérielle de la femme enceinte est un enjeu majeur afin d'éviter la survenue de la prééclampsie, l'identification des sujets à risque qui doivent bénéficier d'un suivi particulier et orienté en fonction du risque rénal, et le suivi multidisciplinaire. Ce suivi multidisciplinaire comprend le néphrologue, l'obstétricien, le néonatologue, mais aussi l'interniste dans les cas de pathologies systémiques telles que le lupus et ainsi de suite. Et la programmation du suivi néphrologique à distance pour l'organisation, comme on a dit, de la biopsie rénale et l'identification lésionnelle en vue du traitement. Je dis et je vous remercie. Merci, Oui, docteur je suis en train de... Merci. présentation. Docteur Je Yannick, j'ai crois ouvert. Ah, que c'est d'accord. un sujet Merci très beaucoup, docteur Clarisse, pour la présentation. Je vais laisser le lead à docteur Longo qui va conduire la séance des questions et réponses. On a pris plus de temps. On va gagner. On va se donner 15 à 20 minutes. Merci Merci. beaucoup, docteur Clarisse. C'est un sujet très intéressant, d'actualité, et un sujet vraiment de santé publique qui nous intéresse à plus haut niveau et à tous les niveaux, parce que nous tous, on est appelés à devenir parents. Il y en a qui vont devenir mères, donc ils sont directement intéressés de près ou de loin. Donc, l'agression rénale aiguë associée à la grossesse, tu l'as rappelé, c'est un problème pas seulement. C'était d'abord un problème pour nous, les pays en développement. Comme on le sait, 95% de cas d'agression rénale, normalement, des données qui sont publiées, 85% des cas d'agression rénale aiguë rapportés dans la littérature, c'est essentiellement dans l'Occident. Pourtant, 95%, la majorité des pays qui sont intéressés directement par cette pathologie vivent dans des pays pauvres. Donc, il y a une nécessité que nous puissions enrichir la bibliographie ou les données concernant l'agression rénale aiguë, particulièrement pour l'agression rénale aiguë associée à la grossesse, qui reste, comme on dit, une boîte noire dans nos pays. Et vous avez bien fait de rappeler les modifications physiologiques qui interviennent au cours de la grossesse, qui créent au fait des conditions favorables, mais en même temps peut devenir des conditions favorisantes chez des personnes dont l'adaptation ne se fait pas correctement. Je vais terminer concernant la classification. Il est important de souligner ou d'insister sur la classification que le diagnostic d'une agression rénale aiguë associée à la grossesse dépend en grande partie de l'âge gestationnel. Et il faut prendre en compte
non seulement les pathologies courantes qu'on peut rencontrer en dehors de la grossesse, mais aussi des pathologies qui sont directement spécifiques à la grossesse. Vous avez cité l'hyperemesis gravidum au premier trimestre, ce qui est une spécificité. Vous avez cité la prééclampsie au deuxième trimestre, ce qui est aussi une spécificité parce que c'est une pathologie qui ne se rencontre qu'au cours de la grossesse. Vous avez peut-être omis, faute de temps, de parler de la stéatose aiguë hépatique, qui est une pathologie Oui, grave associée à la grossesse. Et enfin, effectivement, la liste n'est pas exhaustive. Pathologie du postpartum. Donc, nous allons donner la parole aux participants. Posez votre question. Je ne sais pas gérer comment on va procéder. Il y aura des questions Oui, qui peuvent merci être beaucoup, posées docteur. sur le Nous chat. nous allons d'abord accorder même 5 personnes de poser les questions par audio et puis les autres, nous allons poser questions. Oui, nous commençons avec le docteur Kayaya Kaamwe. J'ai ouvert votre micro. Docteur Kaya, vous pouvez parler? Docteur Kaya, à vous. Sinon, elle peut écrire sa question sur le chat, on va la lire. Oui. Oh, docteur Kaya, c'est un homme. Ah, pardon. Bonsoir, bonsoir. Pardon Vous me pour suivez? moi. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir. C'est un honneur pour nous de participer à ce webinaire organisé par la Société congolaise de néphrologie qui porte ce jour sur les complications rénales de la grossesse. Je suis néphrologue à Lubumbashi au Centre médical Diamant. Alors, j'aurais voulu peut-être aborder ce thème sous différents aspects. Nous remercions Dr Kondi pour sa présentation. C'est essentiellement par rapport au diagnostic de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte ou de la prééclampsie. De nos jours, l'intérêt de l'automesure tensionnelle et surtout de la mesure ambulatoire de la pression artérielle est très importante, même si on n'a pas toujours à portée de main. Je pense que c'est vrai que j'ai pas fait une revue de la littérature autour de ça, mais je ne sais pas si dans vos recherches, les MAPA sont importantes également chez la femme enceinte, comme chez le sujet normal. Ça, c'est peut-être la première préoccupation. La deuxième, c'est vrai qu'il est très important d'avoir les créatinines avant la grossesse ou le début de la grossesse, mais il est aussi important d'avoir la protéinurie, n'est-ce pas, avant la grossesse, parce que cela nous permettrait de voir s'il n'y a pas une maladie glomérulaire évolutive active, qui peut d'ailleurs, n'est-ce pas, s'activer durant la grossesse, telle que le lupus et le SAPL. Et donc, je vais chuter en parlant de la biopsie rénale. C'est vrai que vous avez insisté sur la biopsie qui est réalisée dans le postpartum, mais que dire des biopsies au cours de la grossesse chez les patientes qui font des maladies systémiques actives. Et donc, je pense qu'il y a aussi un intérêt, parfois, il y a des signes de gravité, n'est-ce pas, de réaliser des biopsies chez les femmes enceintes, même si ce n'est pas toujours évident. Merci. Oui, merci, docteur Kaya, pour toutes ces questions. En effet, je commence par la deuxième. Vous avez parlé de la protéinurie antérieure. En effet, oui, c'est exact. Il faut avoir la protéinurie antérieure. Nous avons choisi de circonscrire le sujet en abordant les insuffisances rénales aiguës. Et il n'est pas sans doute à oublier qu'il y a des patientes qui ont une maladie rénale chronique préexistante à la grossesse. Et dans ce contexte-là, le suivi de la protéinurie, comme vous dites, revêt tout son sens. La deuxième préoccupation concernant la mesure ambulatoire, si j'ai bien suivi, de la pression artérielle, en effet, elle revêt également son importance au niveau de la population de la femme enceinte comme dans la population générale. S'agissant de la ponction biopsique
euh, de la ponction biopsique, si j'ai bien suivi, pendant le terme, la grossesse. J'ai cru comprendre de la réalisation de la ponction biopsie rénale pendant la grossesse. En effet, elle a tout son sens, mais elle est indiquée, comme on dit, entre le premier et le deuxième trimestre de la grossesse, tout en craignant le troisième trimestre dans lequel on a le risque de saignement lié pardon. On a le risque de saignement lié à la coagulopathie, si on peut dire la coagulopathie, ou l'effet procoagulant lié à la grossesse, à l'approche de l'accouchement, voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je repasse la parole au très respecté docteur Longo, qui a sans doute une autre contribution. Oui, docteur, merci beaucoup. Concernant la biopsie, je pense qu'elle est indiquée, elle n'est pas d'abord systématique, ça c'est de un, comme tu l'as bien souligné, mais surtout, elle sera surtout recommandée en tenant compte du contexte clinique. Comme je l'ai dit, comme vous l'avez répété, je l'ai répété dans mon commentaire, le contexte clinique et l'âge gestationnel sont des éléments importants qui vont guider effectivement. Importants qui vont guider notre décision en tant que néphrologue. Par exemple, je donne un exemple. Si vous avez une hypertension qui apparaît avant le 20e semaine, c'est-à-dire au premier trimestre, avec une protéinurie importante, il y a possibilité qu'il soit une maladie rénale chronique préexistant à la grossesse, comme vous l'avez dit, et qui s'est peut-être accrétisée ou aggravée au cours de la grossesse. Dans ce contexte-là, on peut se servir des biomarqueurs pour éliminer certaines pathologies, mais si en absence de doute diagnostique, la biopsie peut être discutée comme tu l'as si bien dit. Donc, il faut tenir compte du contexte clinique, mais aussi de l'âge gestationnel, et en évaluant toujours la balance bénéfices et risques. Effectivement, juste pour ajouter sur ce que Dr Longo a dit, effectivement, âge gestationnel, toujours peser le pour et le contre, et les cut-offs disent que c'est avant la 32e semaine que vous pouvez discuter la biopsie, pas après. Donc, donc il faut vraiment juger, surtout que parfois, comme Dr Longo l'a dit, ben, le résultat de la biopsie peut, comment je veux dire, résoudre le problème diagnostique qui peut prolonger la grossesse de la patiente. Donc, il peut y avoir un traitement mis en place parce que Dr Kohn, il a bien dit, la maladie rénale chronique sous-jacente, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, entraîne des complications, pas seulement maternelles, mais également fœtales. Docteur Géret, on prend qui? Le suivant, d'accord, merci. Moi, je ne vous entends plus. Allô? Oui. Oui. Docteur Clarisse, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Allô? Comme ça, docteur Longo, vous avez dit, on donne la parole à qui? Docteur Peter Kitenge, c'est sur la liste, c'est le second. D'accord, j'ai ouvert son micro. Docteur Peter, à vous. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter, c'est docteur Peter Kitenge. Veuillez augmenter le volume, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, docteur. Merci beaucoup, docteur Clarisse. Je tiens à vous féliciter pour votre brillant exposé. C'est tellement intéressant. C'est docteur Peter Kitenge de Clinique Universitaire Lumbashi, interne en gynéco. J'ai vraiment suivi avec attention cet exposé et ça nous a beaucoup plus intéressé. Je voulais revenir sur les facteurs des risques que vous avez évoqués. J'ai été beaucoup plus intéressé par l'espace intergénésique. Vous avez beaucoup plus parlé de l'espace intergénétique qui est au-delà des 10 ans. Alors, j'aimerais également comprendre les explications, vous, en tant que néphrologue, que vous donnerez en rapport avec cet espace intergénésique long, parce que beaucoup plus, pour la plupart des fois, quand on parle de préclampsie, l'espace intergénésique est également une complication assez fatale pour l'issue materno-fétale, s'il est justement court. Alors, dans ces cas, vous parlez que c'est un facteur de risque majeur lorsque on est au-delà de 10 ans. Peut-être une explication à donner par rapport à ça sur le plan clinique. Et aussi,
Allô, je ne sais Moi, pas si on m'écoute. je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un Donc, pourra... tu sais qu'il y a le docteur Clarisse, les problèmes de votre côté, parce que chez nous, ça marche 5-6-5. Allô? Ok, d'accord. Oui, docteur Clarisse, oui. Oui, toi, je Bon, t'entends, Jeff. Je ne sais pas oui, ce que docteur me Peter, ré... continuez. D'accord. Oui, Très quelqu'un bien d'autre alors. pourra Oui. reprendre la question. Merci, docteur Clarisse. Bon, il Alors, continue comme ça et le docteur Yannick peut le rappeler. Il peut vous rappeler. d'accord, merci. Peut-être autre chose que je voulais également marteler, c'est un rapport avec les complications. Vous étiez en train de parler des complications et peut-être je voulais marteler également sur sur l'éclampsie et dire que il peut y avoir également une complication assez redoutable qui est celle de coagulopathie de consommation par le fait qu'il y aura cette consommation en facteur de coagulation qui peut conduire justement à des complications comme l'utérus qui va devenir un pot de léopard, utérus bigarré. Ça, on en a de manière fréquente. Ce n'est pas aussi assez rare. Même la coagulopathie des CVD, on en trouve lorsque les CPN n'ont pas été correctement faits. Lorsque les CPN n'ont pas été correctement faits, par exemple, quand ça s'est fait dans des milieux où on ne respecte pas exactement l'importance des CPN recentrés, il arrive qu'on puisse aboutir à ces complications et on nous les réfère au CHU lorsque c'est déjà dans des stades comme ça et on en trouve assez. Et c'est d'ailleurs même une étude qui est en cours. Je tenais vraiment à vous remercier pour cette brillante exposé que nous avons trouvé avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Dr. Clarisse. OK. Docteur, vous pouvez répondre? Docteur Yannick, docteur Moi, je n'ai pas entendu la question. La grande partie de la question, je n'ai pas bien entendu. Clarisse? Sa question concernant l'espace intergénétique, je n'ai pas bien compris. Il a parlé de l'intervalle intergénétique ou quoi? Je n'ai pas Ah bien oui, suivi. parmi les facteurs de risque dans la littérature, ce qui est, Bon, ce qui est on rapporte que l'espace intergénésique au-delà de 10 ans est un facteur de risque de mhm. prééclampsie. De prééclampsie, pourquoi? Ben parce qu'il y aura un défaut d'insertion des cellules cytotrophoblastiques au Vieillissement. niveau utérin. Est-ce que c'est une sénescence ou un oubli du système, comment on peut dire, du système du système au niveau utérin, dans l'insertion placentaire, il n'y a pas beaucoup de réponses dessus, mais ce qui est dit, c'est que lorsque l'espace génétique est très élevé et très long, pardon, dès 10 ans, c'est un gros facteur de risque d'une prééclampsie, sans plus de détails. Peut-être lié, à mon sens, au défaut d'insertion, comme on l'a dit, des cellules cytotrophoblastiques au niveau utérin, ce qui pourra donc, qui fera donc sécréter les facteurs angiogéniques de façon excessive. À part ça, je ne Docteur, sais pas s'il merci. y avait une autre question. Non, le reste, c'était des commentaires qu'il faisait en rapport avec les catastrophes maternelles, notamment les hémorragies. Je Ah crois que oui, docteur Peter n'avait le pas docteur a tort parlé de la d'évoquer ça. CIVD. Comme on l'a dit, la liste Voilà, n'était pas exhaustive et on ne pouvait pas tout dire. voilà, voilà, Vous voilà. avez raison d'évoquer la CIVD, effectivement, qui fait partie des complications redoutables. On ne peut pas malheureusement évoquer toutes les complications en 25-30 minutes. C'est un sujet très complexe et très vaste. Rien que la prééclampsie, on peut en faire tout un webinaire au-delà d'une heure. Donc, c'est difficile d'aborder tous les aspects, comme l'oratrice l'avait si bien dit. Voilà. Allez faire On un fait effort de au docteur concision. docteur Gigi Maf. Il y a des demandes de parole dans le chat si le Oui, modérateur docteur peut Gigi Maf. accorder la parole. Oui, docteur Gigi Maf. Est-ce que docteur Gigi Maf est... Docteur Gérès, vous pouvez désactiver les sons, activer les sons de son micro, s'il vous plaît. Docteur Allô, Gigi, bonsoir. Je Bonsoir. m'excuse, n'oubliez pas qu'on doit prendre la présentation du gynécologue aussi, hein. Ou peut-être qu'on fasse toutes les questions à la fin, parce qu'il risque de se décourager. Ah oui.
Bonsoir. Est-ce Bonsoir, qu'on docteur m'entend? Gigi. Oui, bonsoir, docteur Longo. Ah, Bonsoir, docteur bonsoir, Clarisse. docteur. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présentation et merci de la parole que vous m'accordez. Bon, excusez-moi, j'avais juste une petite contribution et une préoccupation. Ma contribution, c'est par rapport à l'équipe multidisciplinaire dans la prise en charge des complications de l'éclampsie. Je pense que vous avez parlé du néphrologue, du néonatologue et je pense, Obstétricien. de l'interniste, mais il faudrait aussi Ouais, faire appel au interniste. cardiologue, hein. Il faudra vraiment faire appel au cardiologue. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en spécialisation de néphrologie, c'est vrai, à Dalal Jamm, à l'université Cheikh Anta Diop. Et dans mon service, nous avons eu justement un cas de MAT, de microangiopathie thrombotique glomérulaire, qui s'est compliqué malheureusement d'IVG, c'est-à-dire d'insuffisance ventriculaire gauche, et qui a fait appel bien sûr au cardiologue. Il devait venir pour faire des échoscopies cardiaques, placer les dérivés nitrés et prendre en charge la dyspnée, etc. Donc, je pense que dans les différentes personnes, dans l'équipe multidisciplinaire, il faut vraiment ne pas oublier les cardiologues. C'est vrai que même dans la gestion de l'hypertension artérielle, bon, c'est un peu comme l'œuf et la poule, on ne sait pas qui vient avant, on se dispute ça avec les On se cardiologues, dispute mais je l'hypertension pense avec les que cardiologues, comme vraiment, tout le monde le sait. quand on arrive dans C'est de les cas bonne des guerre. IVG, des insuffisances ventriculaires gauche, manipuler les dérivés nitrés, c'est pas trop nous. Il faudra vraiment, peut-être dans votre présentation, ajouter qu'il faudra une prise en charge des cardio. Voilà, ça c'était pour Merci. ma contribution. Et ma Oui, docteur préoccupation Gigi. par rapport vous avez parlé des maths, c'est vrai, la maths glomérulaire, mais parmi les lésions les plus fréquentes dans les prééclampsies, il y a l'endothéliose Oui, il glomérulaire. y a Alors, je ne sais pas, l'endothéliose pourquoi également. vous avez choisi vraiment de vous focaliser sur la maths? Est-ce que vous avez En fait, il y a des statistiques qui disent qu'il y a plus de maths que des endothélioses ou, en fait, je n'ai pas compris pourquoi en fait, je m'attendais aussi à l'endothéliose, mais j'ai vu que vous êtes arrêté à la maths. Je ne sais pas, est-ce que vous avez beaucoup plus de maths que d'endothéliose ou pourquoi vous avez choisi de vous focaliser seulement sur la maths? Merci beaucoup. Merci, merci, docteur Gigi. Merci pour la contribution. Effectivement, le cardiologue a toute sa place dans l'équipe multidisciplinaire et d'autres spécialistes aussi en fonction des complications en présence. Je n'ai pas exclu l'endothéliose, mais en fait, pour faire passer un message qui devait être concis, il fallait prendre certains éléments enfin, on peut dire de tous les articles que je retrouvais qui rapportaient les microangiopathies comme étant les plus fréquentes. Ben, du coup, pour faire passer le message clairement, j'ai fait le choix de parler plus des maths. Mais comme on l'a dit, la liste n'est pas exhaustive. Donc, l'endothéliose également fait partie des lésions. Docteur Gigi, malheureusement, faute de temps, j'aurais voulu échanger avec toi à propos. Je te contacterai quand on pourra en discuter longuement. On peut prendre le candidat suivant pour terminer. Docteur Christian, Il y a des demandes de parole sur le chat. on a dit qu'on prenait le dernier, ensuite on prendrait toutes les demandes sur le chat avant de passer la parole à notre collègue obstétricien. OK. Docteur D'accord. Christian, s'il Docteur vous Christian, plaît. à vous. Oui, bonsoir à tous. Vous pouvez désactiver Oui, vas-y. activer son micro, s'il vous plaît, docteur. Docteur Jérémy. Oui, Je docteur suis Christian, là. vas-y. Vous m'entendez? Très bien. Oui, on vous reçoit un peu lointain. On vous reçoit. Docteur Christian. Docteur Christian. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous Oui, ça reçoit. va. Ah oui, merci pour la parole. Bonsoir. Moi, je suis docteur Christian Dessanzim. Je suis gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et je félicite toute l'équipe, en commençant par docteur Clarisse Condi, avec qui on se connaît bien. Merci.
Merci pour l'exposé. C'était concis, c'était bref pour un exposé aussi intéressant. Vous avez quand même su essayer de le rendre concis. Alors, c'est juste un apport de ma part concernant certaines choses par rapport à la prééclampsie et à l'hypertension au cours de la grossesse. Sans plus tarder, quand vous avez parlé des différentes appellations de l'hypertension au cours de la grossesse, s'agissant de l'hypertension artérielle chronique, ce qu'il faut ajouter est que non seulement qu'on parle d'hypertension artérielle chronique chez une gestante qui est connue hypertendue avant la grossesse, mais aussi chez celle qui développe une hypertension avant la 20e semaine gestationnelle. On parle aussi d'hypertension artérielle chronique dans ces cas-là. En outre, s'agissant de la prééclampsie, c'est vrai, vous avez parlé de l'International Society for the Study of the Hypertension During the Pregnancy. Il faudra savoir que dans l'une de leurs dernières éditions, notamment celle de 2021, mais aussi celle de 2023, il est rapporté que pour parler d'une prééclampsie, il ne fallait pas obligatoirement avoir une protéinurie. Ce qu'on connaît, c'est ce qui est classique et ça demeure. Mais oui, on quand on l'a a dit, déjà... docteur, effectivement, qu'il ne fallait pas forcément... peut-être qu'il y avait un problème. Oui, peut-être qu'il y avait un problème de réseau, je n'ai pas bien écouté. On l'a Donc, dit. déjà avec... Ah, OK. C'est une condition essentielle qui définit la prééclampsie. Oui. Alors, dans la physiopathe, elle est assez longue, mais vous êtes quand même passé sur un certain nombre d'éléments. Et quand vous avez parlé des facteurs anti-angiogéniques, j'espère que cette fois j'ai bien entendu, vous avez parlé du VEGF, donc du Vascular Endothelial Growth Factor. Celui-ci est plutôt un facteur pro-angiogénique. Non, s'il vous plaît, elle a bien, en fait, il y a les facteurs pro, donc anti-angiogéniques et les pro. Donc, dans les pros, elle avait mis le VGF et le SFLT était dans anti-angiogénique. Anti-angiogénique. Sûrement que c'était quand il y avait un problème de réseau. Et je crois, oui, de sang, je crois. Et à la diète 17, quand elle a essayé d'énumérer les différents antihypertenseurs, à ce jour, bon, pour nous qui avons fait aussi le DFMS, en premier lieu, c'est plus le labétalol qui vient. L'alpha-méthyldopa plus utilisé dans les cas d'hypertension artérielle chronique, mais quand on a une prééclampsie établie, en premier lieu, c'est plutôt le labétalol qui vient dans les cas de la prééclampsie. Les Trandate, oui, effectivement. Et quand Trandate, effectivement, jusqu'à 800 mg, effectivement. Effectivement, 100 ou 200, et parfois même seulement en monothérapie avec le Trandate, on peut déjà améliorer l'état de la femme. Oui. Et s'agissant de... Je vais chuter, j'ai beaucoup de points. S'agissant de l'arrêt des... C'est bien, docteur. Vous avez bien suivi. Il a bien suivi, effectivement. S'agissant des critères d'arrêt de la grossesse, effectivement, les critères sont pour aller Moi, plus loin... Moi, je n'ai pas évoqué les critères d'arrêt de la grossesse. C'est laissé à l'obstétricien. OK, bon. On va suivre la session d'obstétrique. Si tu peux peut-être patienter qu'on laisse la parole. Là, c'est le rôle de l'obstétricien. Alors, je vais poser une question de compréhension, je n'ai pas bien compris. Mais avant ça, je vais quand même éclaircir sur le fait de l'espace intergénésique et de la prééclampsie. En fait, il est rapporté, la prééclampsie est une maladie à plusieurs théories. Il n'y a pas que la théorie vasculaire. Il existe plusieurs théories, notamment des théories génétiques, des théories immunologiques. Et la question de l'espace intergénésique, on trouve sa réponse dans la théorie immunologique. Il est donc rapporté qu'immunologiquement, une femme qui est exposée au sperme de son mari pendant longtemps a moins de chances de développer une prééclampsie. C'est ce qui fait qu'une femme qui conçoit avec un homme et 5 ou 10 ans plus tard, parce qu'elle s'est rendue veuve ou parce qu'elle a divorcé, conçoit avec un autre homme, a plus de chances de développer une prééclampsie. Cela est dû au fait qu'il existe ce qu'on appelle un anticorps bloquant qui a été dû au fait des gènes du premier mari qui ont préexisté et qui existent chez cette femme-là. Mais quand elle change de mari, vu que la constitution génétique est différente, il peut donc survenir une prééclampsie lors d'une nouvelle conception avec un nouveau mari. Donc, c'est un peu ce que j'allais dire. Merci, docteur, pour ta contribution. C'est
Oui, C'est docteur, merci enrichissant. jusque-là parce qu'on peut laisser la place aux autres, hein, docteur. Ma question, s'il vous plaît. Ma question. Donc, nous pouvons passer la parole à d'autres pour que vous Ok. monopolisez. Allez, continuez Docteur, après. moi, je Tu peux m'excuse. l'écrire, docteur, ta question sur le Ok, chat, comme d'accord, ça. d'accord, Oui, merci. docteur Merci Yannick. beaucoup. Non, mais moi, sincèrement, j'aurais préféré, comme on a un obstétricien qui est avec nous, j'ai envie de profiter un peu plus de lui. Exactement. Mais Voilà. pourquoi on ne laisserait pas présenter l'obstétricien, ensuite on prend toutes Oui, les Et je questions conseille ensuite, mieux. procéder au débat. C'est ça. Oui, oui, on continue parce que avec là, l'obstétricien. Docteur on risque Yannick, de vous tirer pouvez les choses en les Oui, longueur. présenter? Présenter les pardon? obstétriciens. Si vous Ah, pouvez j'ai pas présenter sa fiche. l'obstétricien. En Ah, j'ai fait, pas sa fiche. il est là, on peut l'autoriser à commencer. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il s'agit de docteur. Non, mais moi, sur ma fiche, j'ai pas l'obstétricien, hein. Ah oui, docteur Clarisse. Oui, En fait, vous savez la personne qui va parler? non, jusqu'à la dernière minute, je ne connaissais pas son nom. Et non, on laisse Non, Ah mais, bon, les en fait, mais on laisse docteur, c'est le docteur Non, on laisse Christian qui est notre docteur obstétricien. Christian détailler, quoi. jusque-là, docteur Yannick, comme je vous avais parlé l'autre fois, donc on n'a pas pu avoir un obstétricien. Les doyens nous avaient enfants vont recommandé les rester vice-doyens. ensemble. Non, non, docteur Hein? Gérène, on a un Oui. obstétricien. C'est bon, c'est Oh, fini, ah c'est bon, réglé. On a un d'accord, obstétricien. C'est Christian. d'accord. Mais Mais c'est Christian, à il est vous, parti. continuez. Mais c'est lui qui avait la parole, non? Mais c'est Le Christian, vous docteur êtes a là? dit que c'est lui qui avait la parole, non? Oui, il avait la parole, oui, oui, oui. Oui. Est-ce qu'il est là? Mais c'est Christian, vous pouvez Mais continuer. Docteur Christian, Oui, oui, oui. oui. Oui, je suis là. on Le va micro. profiter de ta présence qui apporte la contribution de l'obstétricien sur ce sujet qui est important Bon. et intéressant. Vu qu'on n'a pas pu avoir l'un de tes collègues et qu'on t'a apporté demain, on va saisir l'opportunité d'apprendre encore plus Merci. du point de vue Vous me obstétrical. prenez à pied levé. Mais bon, voilà, je vais continuer. Donc, je disais que les critères, déjà, docteur Clarisse a si bien dit, euh, quand nous sommes, euh, quand nous sommes devant la cible tensionnelle, les cibles tensionnelles ont été données. Et donc, lorsque nous sommes à 150 sur 90 mm de mercure, normalement, il faut qu'on s'arrête là. On n'est pas obligé d'aller en dessous. D'aller plus bas. Allez. Alors, dans les critères d'extraction, normalement, lorsqu'on se trouve devant une gestante avec un âge gestationnel déjà à terme, donc à partir de la 37e semaine, qui présente une hypertension artérielle avec au moins 150 sur 100, avec des signes de rétentissement ou pas, normalement, on doit déjà induire l'accouchement dans ce cas. On doit induire l'accouchement. Mais si nous nous trouvons dans un cas où nous avons un âge gestationnel avant la 34e semaine, par exemple, parce qu'il faudra savoir que, en ce qui concerne particulièrement la prééclampsie, dans l'une de ces classifications, nous avons ce qu'on appelle des prééclampsies prématurées, des prééclampsies à terme et des prééclampsies dans le postpartum. La prééclampsie prématurée peut être encore subdivisée en prééclampsie précoce, donc celle qui survient avant la 32e semaine, et en prééclampsie tardive, celle qui survient après la 32e semaine. Et donc, lorsque nous sommes devant ces cas des prééclampsies qui sont souvent prématurées, avec des chiffres tensionnels élevés, avec des signes de retentissement d'hypertension, vision floue, bourdonnement d'oreille, épigastralgie, ou même du point de vue biologique, avec une élévation de l'urée et de la créa, on est un peu gêné pour la gestion, en ce sens qu'en premier lieu, on doit faire une corticothérapie pour assurer une maturation pulmonaire, d'abord chez le nouveau-né, et chez la mère, il faut rajouter, comme elle a bien dit, du sulfate de magnésium qui a un rôle neuroprotecteur fœtal ainsi qu'un néonatal, parce qu'il faut éviter tout traumatisme à l'enfant aussi, car avec sa prématurité, il peut y avoir des risques d'hémorragie cérébro-méningée, mais aussi pour éviter la survenue des convulsions chez la mère. Donc, la prise en charge se joue au fait sur ces deux éléments, l'âge de la grossesse et la stabilisation des chiffres tensionnels ainsi que des retentissements de l'hypertension artérielle.
Le principe est que tant qu'on est déjà à terme, à partir de la 37e semaine, il faut accoucher la femme. Éventuellement, il faut toujours chercher à stabiliser la tension. Mais lorsqu'on est avant la 37e semaine, il faut se rassurer qu'on est entre 34 et 37 semaines. Donc, il y a au moins une chance de survie en néonatal lorsqu'on va extraire l'enfant. Ou si on est avant 34, de faire une maturation pulmonaire. Puis, si on n'arrive vraiment pas à gérer l'hypertension artérielle, c'est d'extraire par césarienne le nouveau-né. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'arrêt de la grossesse. J'avais une petite préoccupation concernant le remplissage vasculaire. On sait que dans une prééclampsie, il y a une hypovolémie relative qui existe suite à la baisse de la pression oncotique avec la fuite des protéines. Mais là, c'était l'une de mes questions. Mais là, comme traitement, on a mis remplissage vasculaire. De manière systématique, on ne fait pas de remplissage vasculaire. Non, le Parce qu'on s'est remplissage dit que, vasculaire, étant donné docteur, que la... peut-être qu'on ne s'est pas compris, c'est concernant l'hyperémesis gravidarum et donc l'insuffisance rénale fonctionnelle dans ce contexte-là. Ce n'était pas dans le cas de la prééclampsie qu'il fallait faire un remplissage systématique. Peut-être que la dia était, Ah, je ne d'accord. sais pas où qu'elle était mal placée Oui, ou quoi, mais ce n'était pas concernant la prééclampsie. oui, oui, ok. Il y avait une autre question qui était posée par la CIVD. Effectivement, la CIVD peut s'expliquer aussi parce que avec toute la cascade qui se passe, il y a une baisse des thrombocytes. Donc, il y a une thrombopénie qui peut aussi entraîner une CIVD dans la prééclampsie. En tout cas, je n'étais pas préparé, mais je ne sais pas s'il y a des éventuelles Non, mais, questions, je peux répondre. docteur Non, Christian, mais ta c'est contribution, fantastique ce que vous venez de faire. oui, la contribution est importante, oui, Mani, pour quelqu'un qui Merci, prend un peu docteur Yannick Landou. de cours. Oui. Restez avec nous, docteur Christian, sûrement on aura encore besoin de vous. Et vous D'accord. me permettez, je vais taquiner un peu docteur Christian, juste avec la permission de docteur Longo. Juste c'est juste une vue d'esprit. Est-ce que systématiquement vous faites une créatinine chez vos patientes? C'est une question parce qu'on parle, on est réunis autour de la Journée mondiale du rein et ce webinaire, en fait, c'est Ouais. aussi pour apporter des solutions. Oui. Le problème, Merci pour la parole. Oui, merci pour la parole. Effectivement, on fait toujours, on dose la créatininémie. À cela, on ajoute même l'urée et l'acide urique parce que avec ces retentissements hypertensionnels, on craint qu'il y ait une altération vasculaire au niveau de tous les organes cibles, notamment les reins. Donc, on demande un bilan rénal fait essentiellement d'urée créa et de l'acide urique, éventuellement, sans docteur, compter les bilans rénals et les autres, en fait. docteur Christian, si tu as bien compris la taquinerie de docteur Yannick, c'est que vous le faites juste quand vous avez une prééclampsie. Mais dans le suivi de la gestante, c'est pas Ouais. systématique. On n'a pas de créatinine, donc on n'a pas de cinétique en fait. C'est lorsque vous avez les signes Mhm. d'une prééclampsie Ouais. qu'à ce moment-là, on fait la fonction rénale, comme tu dis, urée, Parce que, créatinine ou en fait, l'acide urique. autrement dit, la Ouais. question, c'est que pour une femme qui a été suivie en Ouais. prénatal, est-ce que la Mhm. Vous avez la créatinine rentre cinétique. systématiquement dans votre bilan? Qui est, Non, non. Pour être honnête, non. Systématiquement, on n'en demande pas. Je pense. Allô? Vous êtes là? Oui, allô? Oui, donc systématiquement, on n'en demande pas. Au début de l'exposé, le docteur Kondi a bien parlé des modifications physiologiques qui se passaient durant la grossesse. Et donc, de manière physiologique, je ne pense pas qu'après, il y ait une pathologie qui s'insère, à moins qu'il y ait des études qui soient faites. Mais quand une grossesse se déroule normalement, honnêtement, on n'en demande pas. On est conscient de toutes les modifications qui se passent suite à l'imprégnation hormonale qui fait suite à la grossesse. Mais systématiquement, sincèrement, on ne demande pas. Allô? Docteur Longo, vous êtes là, j'ai activé votre micro. Je ne vous vois plus. Docteur Yannick, vous pouvez continuer le temps que j'active celui de docteur Augustin. Docteur Longo?
Parce qu'en fait, moi, si je peux continuer Oui. à la place du docteur Yannick, ce serait Docteur Longo Sefe. intéressant, docteur Christian, comme on disait, d'avoir une cinétique ou du moins Mhm. d'avoir une créatininémie de départ, une valeur Docteur Longo, seuil c'est ou une bon? valeur de référence sur laquelle on peut se baser. Parce que comme on a dit, avec toutes les modifications, il y a une baisse de la créatinine plasmatique. Du coup, on OK. peut passer à côté de certains cas Mhm. d'agression rénale aiguë du fait de la sous-estimation ou en considérant qu'on a une valeur de créatinine normale chez une patiente, mais qui, dans ce contexte-là, peut déjà être pathologique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, je comprends parfaitement. Mais j'ai une petite préoccupation. Est-ce il y a déjà eu des études qui demandent que pour une grossesse qui a été suivie normalement, il y a quand même, soit en soit pendant le déroulement de la grossesse ou en postpartum, il y a quand même eu un effondrement ou une élévation de la créatininémie. Ça, c'est une question qui me vient parce que le docteur Longo, dans l'un de ses propos, si je me souviens, a vraiment dû dire que l'insuffisance rénale aiguë faisait partie des complications, certes méconnues, mais avec des pourcentages un peu plus bas par rapport aux autres complications de l'hypertension pendant la grossesse. Donc, je me dis, il est peut-être temps, avec ce webinaire, d'entreprendre carrément une étude chez toutes les femmes enceintes, Oui, chez les gestantes, pour savoir si, que ce soit celles qui ont une grossesse, ça peut être une étude prospective, hein. On prend tous les groupes, celles faisant une prééclampsie, comme l'hypertension ou pas, et on va voir à la fin ce que ça va donner. À moins que vous non, ayez des données je déjà. pense qu'on peut prendre tout le groupe des gestantes, on dose la Effectivement. créatinine dès le départ. Et à partir de Voilà. là, on fera deux bras. Celles qui vont avoir Mhm. une grossesse normale et puis celles qui Ouais. auront une grossesse compliquée de prééclampsie. On va voir la cinétique dans les deux cas. Ouais, Parce c'est que comme on faisable. l'a dit, pour la nouvelle définition de la prééclampsie, on peut... Ouais. Allô? Docteur Oui, je vous Christian, écoute. merci pour la On clôture. parlait d'un seuil de créatininémie supérieur à 1,1 mg par décilitre. Mais le très respecté docteur Longova, je pense qu'il s'intéresse vraiment à ce sujet-là et je pense qu'il a des idées derrière la tête quant à ce qu'on se dit. Je crois que comme sa Ouais. connexion reprend, il va répondre dans ce sens. Il va aborder les choses dans le même sens. Ouais, effectivement. Bon, je vais appeler. Docteur Christian, je vais Oui, vous oui, cher maître. adresser par rapport à vos préoccupations. Pour votre Ouais. information, nous travaillons dans ce sens-là dans le cadre de notre projet doctoral qui va porter Mhm. justement sur l'agression rénale aiguë associée à la grossesse. L'objectif étant de voir le devenir de ces femmes, parce que pour votre information, il est maintenant de montrer que les femmes qui ont fait une agression rénale aiguë en dehors des grossesses ont un risque accru de développer une hypertension gravidique, donc une prééclampsie. Donc, des désordres hypertensifs de la grossesse est accru chez des femmes avec antécédent d'agression rénale aiguë. Donc, ce serait intéressant de voir chez des femmes qui développent une prééclampsie pendant la grossesse, si on peut retrouver les antécédents d'agression rénale aiguë. On explique ça par la perte de la réserve fonctionnelle rénale. Comme Dr. Paul il a démontré, toutes les modifications qui sont d'ailleurs nées des voies obstétriciens, qui sont indispensables, notamment l'hyperfiltration, à une bonne croissance et à la maturation fétale. Chez les femmes qui ont une agression rénale aiguë, lorsqu'il y a une perte de la réserve fonctionnelle rénale, ces femmes ne vont plus s'adapter ou ne vont plus présenter des modifications attendues pour une gestion ou pour un déroulement harmonieux de la grossesse. Ça, c'est de 1. Et deux, c'est concernant les critères diagnostiques. Il est vrai que jusqu'à présent, tous les critères de définition utilisés pour définir une agression rénale aiguë n'ont pas encore été validés chez la femme enceinte en raison des raisons qui ont été évoquées, notamment l'hyperfiltration avec la baisse importante des valeurs de créatinine. Et sur ce point, je voulais d'ailleurs demander au docteur Condi, l'essai de 1,1 que vous avez utilisé a été revu. Je ne sais pas que pensent les autres collègues, mais à ma connaissance, il faut plutôt utiliser le seuil de 0,8. 1,1, ça paraît déjà beau pour une dame dans le contexte médical. Parce que la baisse de valeur physiologique, on retient autour de 0,5, voire 0,4, 0,6 mg%.
Donc, si vous avez déjà une augmentation à partir de 0,8, qui sont d'ailleurs des valeurs considérées comme étant normales chez une femme non enceinte, eh bien, il faut déjà considérer que c'est pathologique dans ces contextes-là. Mais cela ne veut pas dire que la définition des catégories n'est pas aussi sensible chez la femme enceinte. Des études, certains papiers commencent à sortir, on commence à penser qu'en termes de outcomes, ça arrive quand même à bien prédire en termes de mortalité, en termes de outcome. Donc, c'est quelque chose que nous allons voir dans notre étude si ça pourrait être bénéfique dans notre condition. L'autre élément important, docteur, c'est concernant les microangiopathies thrombotiques. Et c'est là que j'allais poser la question. Souvent, en tant qu'obstétricien, vous vous basez trop sur la prééclampsie. Pourtant, la prééclampsie, comme les microangiopathies thrombotiques, partagent beaucoup de paramètres en commun. Je ne sais pas, comme docteur Yannick l'a dit, si vous ne faites pas systématiquement la recherche des autres entités qui peuvent mimer la prééclampsie, comment pouvez-vous faire la part des choses entre les deux? Notamment, la MAT, la microangiopathie du postpartum, qui est presque certaine, c'est un SHU atypique. S'il faut attendre que la femme accouche pour poser le diagnostic, ça posera un problème parce qu'on sait que le CHU, surtout dans sa forme atypique, le diagnostic doit être posé tôt pour commencer le traitement rapidement. Parce que si vous ne commencez pas le traitement très précocement, la patiente va développer une insuffisance rénale qui sera d'emblée terminale. Donc, ma question, comment faites-vous le diagnostic différentiel entre la MAT et les autres phénotypes de prééclampsie chez la femme enceinte? Docteur Longo, ça c'est une question, la question elle est adressée à qui? À l'obstétricien. Parce que c'est le problème que nous mais avons on l'a avec pris des à pied levé, docteur. collègues. Docteur, on l'avait pris à pied levé pour la quand présentation. Quand ils ont une hypertension au cours de la grossesse, ils pensent d'emblée à la prééclampsie, ce qui est bien parce que c'est la plus fréquente. Mais n'oubliez pas que les microangiopathies thrombotiques, quoique rares, en termes pronostiques, ont une ampleur importante, surtout pour nous les néphrologues. Parce que l'on sait que la précocité du diagnostic est importante pour mettre en route les mesures qui ont pour bénéfice de protéger le rein et de minimiser l'impact négatif de ces entités sur le devenir rénal. Parce que pour la prééclampsie, on dit souvent le traitement, c'est l'accouchement. Mais pour les SHI atypiques ou pour la PTT, il y a des mesures spécifiques qui sont inhérentes. Si elles ne sont pas appliquées à temps, eh bien, c'est trop tard. Donc, mon message est qu'en tant qu'obstétricien, ils doivent avoir une attention pour éliminer les autres entités. Autrement dit, comme docteur Condi l'a dit, il faut vraiment que nous arrivions à avoir une unité multidisciplinaire pour que lorsqu'on a un cas typique, même si ça paraît simple, mais qu'on se voit autour d'une table pour s'assurer que c'est vraiment ça ou qu'il n'y a pas de forme atypique qui se casse derrière. Voilà mon message. Merci beaucoup, docteur Longo. Je me suis géré, mais il faudra que, oui, il faudra que l'on avance rapidement parce qu'on est en train de consommer tout le temps. Avec ta permission, Gérard, je pense qu'il y a Nélissa Fotso qui avait la main levée depuis, et puis il y a docteur Jacques Ngayouna. Est-ce qu'on peut, il y avait leur des donner la questions parole? sur le chat, Yannick. Oui, je vais, Il y avait des questions sur... Ben, c'est eux qui ont écrit dans le chat. C'était des demandes de parole, en fait. Est-ce qu'on peut donner la parole à... Oui, oui. J'allais dire ceci. Concernant les questions qui ont un trait avec l'obstétrique, en fait, les doyens est en ligne, ils répondent dans les forums. Donc, juste après ici, il y aura une discussion là-bas pour des questions genre... Lequel des forums? Les doyens dans les groupes, ils répondent déjà dans les groupes là-bas. Donc, après ici, on ira là-bas. Ou ça sur le chat ou bien groupe Substance Grise, parce que nous, on y est dans les forums WhatsApp, dans un forum WhatsApp. Mais est-ce que Gérard, on n'est pas dans ce forum, s'il vous plaît, on peut juste donner la parole à ceux qui ont levé la main depuis plusieurs minutes? Pas de problème, pas de problème. Mais j'arrête, on n'est pas dans ce forum, comment on aura les Nélissa réponses? Fotso. Je vais vous ajouter, docteur Clarisse. Merci. Docteur Mélissa Fotso Koujou.
Voilà, à vous la parole. J'ai activé votre micro. Docteur Melissa Pocho, vous pouvez parler. Docteur Melissa Pocho, à vous. Oh, Oui, allô, vas-y. vous m'écoutez? Oui, très bien. Ok. Moi, c'est le docteur Koujou depuis le Cameroun. Merci beaucoup, médecin généraliste. Merci beaucoup pour le brillant exposé. Bon, ma question elle est un peu plus pratique, surtout pour nous, les généralistes qui devons suivre souvent les CPN. Moi, ma question est de savoir, on a cité les facteurs de risque de la prééclampsie. Bon, ici, il y a dans certaines structures, les obstétriciens en fait, je vais parler de la prévention. Les obstétriciens donnent l'aspirine chez les patientes les primigestes ou soit les patients qui ont eu un antécédent de prééclampsie. Du coup, moi, j'aimerais savoir, puisqu'on n'a pas abordé ce sujet prévention, j'aimerais savoir si c'est vraiment quelque chose qui est réellement prouvé ou documenté. Nous, les généralistes, lorsqu'on a un patient qui présente plusieurs facteurs de risque de développer, par exemple, le prééclampsie, que devons-nous faire? Parce que ça servirait à quoi réellement de savoir les facteurs de risque si on ne peut pas prévenir, si on ne peut pas faire quelque chose pour empêcher que la patiente fasse la prééclampsie. C'est ça ma question. Docteur Yannick, docteur Yannick, Oui, docteur Yannick, je te propose ici qu'on prenne une série de 5 questions et on va répondre à vous. d'accord, ok. Donc, docteur Nelissa, docteur Kondi a enregistré votre question. On peut prendre docteur Jacques? Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, Oui, bonsoir, bonsoir, j'espère que docteur. vous m'écoutez. Très Bonsoir, bien. Oui, on j'espère que vous vous écoute. m'écoutez. Merci. Moi, c'est Jacques Ngayuna, je suis DS Cardio à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis un médecin de mon collègue. Alors, je vais rebondir rapidement sur ce que le docteur Kaya a dit tout au début sur la MAPA. Au fait, c'est très important. Concernant les femmes qui présentent une hypertension, que ce soit gravidique ou bien une prééclampsie, il est très important de faire, déjà dès qu'on pose, l'obstétricien pose le diagnostic lors des consultations prénatales, il est très important de faire la MAPA. Pourquoi? Parce que la MAPA nous permet déjà de confirmer ces diagnostics-là, mais aussi de voir quels sont les risques que la patiente présente pour développer un événement cardiovasculaire. Il y a des paramètres qu'on peut bien voir à la MAPA. Il y a les profils circadiens. Il y a des dames qui ont, logiquement, on sait que la pression artérielle baisse lorsqu'on dort, mais il y a des patients qui sont non d'hyper et même des patients qui sont réverses d'hyper. Donc, le profil circadien est très important pour la MAPA. Il y a aussi la pression pulsée, mais aussi voir est-ce que cette patiente présente une baisse de la pression artérielle sous traitement. Il faut évaluer aussi l'efficacité du traitement. Est-ce que ce traitement est bien conduit parce que la MAPA, non seulement elle sert pour diagnostiquer, mais aussi dans le suivi pour voir si le traitement est bien conduit. Et déjà, dès qu'on catégorise cette patiente qui est à risque de développer un événement cardiovasculaire ou pas, on saura mieux suivre cette patiente-là. Et dès lors qu'on a posé ces diagnostics, il faudrait absolument une équipe multidisciplinaire parce qu'on sait que on a vu des patientes qui ont présenté des éclampsies et qui se sont compliquées, même des AVC par après. Alors, ma préoccupation, c'est par rapport au traitement. Dans les recommandations de la Société européenne d'hypertension 2023 que j'ai vues, je n'ai pas vu la place de la clonidine plutôt. Il y a deux molécules qui reviennent, c'est de la bétalol et la nicardipine. Je n'ai pas très bien vu la place de la clonidine. Je ne sais pas pourquoi elle est reprise ici parce qu'on connaît les effets de la clonidine sur déjà la gestion de l'hypertension artérielle, mais aussi sur les effets sur les fœtus ou bien sur les fœtus même pendant la grossesse ou même après. Donc, je ne sais pas très bien quelles sont les recommandations que vous avez utilisées par rapport à cette prise en charge. Merci. Merci, docteur Jacques. On va prendre une dernière question parce qu'il se fait tard. On a commencé en retard, certes, mais là, il va être 21h30.
une dernière question et on donnera le temps au docteur Clarisse de répondre. Docteur Longo, vous choisissez la personne qu'on prend en dernier, s'il vous plaît. D'accord. On peut Docteur, prendre docteur Mboma. Docteur Mboma. docteur Grace, Docteur, grâce à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Merci beaucoup. Je salue tous les participants, en particulier Docteur Longo et tout le collège. Je suis très ému et très édifié par la qualité des échanges. Avant peut-être de présenter ma préoccupation, c'est d'abord un constat. Vous voyez, je vous appelle depuis Bandundu-Ville. Nous sommes particulièrement à quelques kilomètres de Kinshasa, mais il est important de savoir que le chemin est encore long. Alors, je me dis qu'aujourd'hui, la société congolaise de néphrologie doit comprendre que les besoins ne se trouvent pas seulement à Kinshasa en termes d'administrer les soins, mais aussi en termes en termes de renforcement des capacités. Vous allez voir que dans les messages, j'ai écrit une proposition en suggérant la création d'une école supérieure de néphrologie. En réalité, vous voyez aujourd'hui toute la bataille qu'il y a autour de la spécialisation, la capacité d'accueil pour toute la République. Mais on a vu ça, par exemple, avec l'école supérieure d'échographie. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas en fait, la qualité d'un spécialiste en imagerie, mais ils ont un certificat de compétences d'aptitude. Est-ce qu'il n'est pas temps, en tant que pays, nous puissions aller dans le sens de la certification? Peut-être ce sont des gens qui n'auront pas un cursus de spécialisation, mais ils auront une compétence en termes de formation, en termes de certificat, en particulier dans ces domaines de la néphrologie. Nous pensons que dans les minimums, on peut pouvoir apporter les secours qu'il faut à tous nos patients. Mais aussi, le cours avancé de néphrologie. Vous voyez, ça fait beaucoup d'années qu'on a quitté la faculté. Je salue docteur Clarisse, c'est pratiquement ma promotion. Alors, c'est ce renforcement de capacité très important. Et je me dis, est-ce qu'on ne peut pas aller dans le sens de cours avancés de néphrologie en termes de conférences en province pour des sensibilisations, de sorte que le corps soignant que nous sommes, nous soyons mis à la page, mais ça vous permet aussi d'avoir une idée beaucoup plus rapprochée de la lecture, de la situation, surtout en ce qui se passe en province et aussi dans les milieux ruraux. Donc, c'est très docteur, on important. a compris votre préoccupation. Oui. On a compris, poser la question parce que faute de temps. Oui, ma question maintenant, on a beaucoup plus eu l'attention dans la prise en charge de la prééclampsie ou de l'hypertension au cours de la grossesse, mais cependant, dans la pratique, nous rencontrons aussi des problèmes d'agression rénale qui interviennent très souvent dans les cas de grossesse et hémorragie. Donc, dans les cas de rupture utérine, dans les cas de placenta prévia, et parfois ce sont des opérés qui, dans le jour qui suivent, présentent des manifestations cliniques qui suggèrent une agression rénale. Comme nous savons l'obstétricien et que les néphrologues sont là, je voudrais que vous puissiez mettre un commentaire dans la gestion de ces deux cas-là, où nous avons deux hémorragies, mais aussi dans la précaution à prendre pour éviter à toutes ces gestantes de développer l'agression rénale. Voilà un peu, je voudrais que vous fassiez un commentaire dans ce sens-là. Gestion de l'hémorragie et prévention de l'agression rénale. Merci. Docteur Clarisse, vous avez quelques questions. On n'a plus que 5 minutes. Avant de clore, je donnerai la parole à docteur Longo pour clôturer la séance. Docteur Clarisse, vous avez 5 minutes.
Merci, docteur Yannick. Je parle sous contrôle des gynécologues. Dans le traitement préventif de la prééclampsie, les manuels de néphrologie rapportent que ce traitement est effectivement fait à base d'aspirine, sous contrôle des obstétriciens, je m'excuse, eux, font les CPN, donc qui sont plus habilités à répondre à cette question-là. Mais les documents de néphrologie rapportent que l'aspirine a toute sa place dans la prévention. Certaines supplémentations vitaminiques ont été essayées sans avoir de preuves. Il s'agit de la supplémentation au calcium, la vitamine C, la vitamine E et le magnésium, s'agissant du traitement préventif de la prééclampsie. S'agissant de la question du docteur Ngayuna sur les recommandations en cas de traitement de l'hypertension, nous avons utilisé le référentiel de néphrologie, le tout dernier publié en 2023, dans lequel la clonidine catapressant trouve encore toute sa place. Comme vous le savez, l'hypertension, on se la dispute avec les cardiologues, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. L'hypertension, elle est soit traitée par le cardiologue, soit par le néphrologue. Ensuite, la dernière préoccupation du docteur Grasse, j'avoue ne pas l'avoir bien suivie. Il parlait de la gestion de l'hémorragie. Sincèrement, la gestion de l'hémorragie de la délivrance, je crois qu'elle relève de l'obstétricien plutôt que du néphrologue. Donc, je ne suis pas habilitée à répondre à cette question-là, si je l'ai bien comprise. Il parlait de la gestion de l'hémorragie de la délivrance. Alors, Ok, si docteur docteur Longo, va vous avez la parole contribuer pour clôturer. il pourra lui Merci, donner. docteur Yannick. Malheureusement, je ne saurais pas aborder ces points concernant la prise en charge des catastrophes maternelles, donc tout ce qui est hémorragie, comme Il faut voir le confrère l'a évoqué, on les trouve généralement dans le cadre des syndromes des catastrophes maternelles. Là, vous avez toutes les hémorragies des troisième trimestre, y compris l'hématome rétroplacentaire, les placidia, mais également les hémorragies du postpartum. Comme le docteur Kondi l'a dit, ça relève de l'obstétricien, mais néanmoins, il y a quelques piliers. Outre le remplissage vasculaire qu'on fera dans le cadre de la réanimation du choc hémorragique, il faut une chirurgie de l'hémostase dans le sens de déstructurer ou ligaturer, par exemple, les lésions, mais également pratiquer une embolisation si nécessité il y a. Mais généralement, c'est une prise en charge agressive qui intègre la prise en charge des troubles d'hémostase parce que souvent, ces hémorragies s'accompagnent de troubles d'hémostase avec, comme ce que le docteur, notre collègue obstétricien avait évoqué, les coagulopathies de consommation qui surviennent dans ces contextes-là dont on doit prendre en compte. Ce que je voulais surtout clôturer, comme mot de clôture, c'est que les agressions rénales aiguës associées à la grossesse, c'est une préoccupation majeure de santé publique dans notre milieu. Contrairement dans le pays nanti où la légalisation de l'avortement a permis une baisse drastique des complications liées au premier trimestre, donc des insuffisances rénales aiguës liées aux avortements, chez nous, nous faisons encore face à ces complications auxquelles on assiste à l'émergence des complications émergentes ou des facteurs émergents comme la prééclampsie. Mais il faut surtout garder à l'esprit qu'en termes d'étiologie, ce sont toujours les mêmes, mais à des proportions différentes. En première ligne, on a les infections, les hémorragies et la prééclampsie ou les désordres hypertensifs de la grossesse. Mais leur proportion ou leur répartition varie selon les études en fonction des endroits. Donc, ce sont les trois causes qui sont les plus réputées pourvoyeuses des agressions rénales aiguës chez la femme enceinte. Peut-être si l'occasion est donnée le samedi, nous y reviendrons un peu concernant les données épidémiologiques que nous allons présenter à propos. C'était un grand plaisir, docteur Yannick et docteur Géré, de nous avoir associés à cette modération. Donc, je remercie l'organisation pour cette matinée, soirée scientifique, qui finalement c'est une soirée scientifique. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Docteur Yannick, vous avez un mot? En tout cas, moi, je voudrais, j'essaie de rallumer juste ma vidéo. Je remercie
tous les participants à ce webinaire qui a été vraiment très intéressant. Je remercie les gynéco-obstétriciens qui étaient avec nous, qui ont apporté beaucoup. Je remercie tous les médecins qui sont intervenus. J'espère que c'est pas le dernier webinaire qui sera organisé conjointement entre Substance Grise et la Société congolaise de néphrologie. La Société congolaise de néphrologie se bat jour et nuit pour apporter aussi cette formation médicale continue, notamment dans les différentes régions de notre pays. Et j'espère que Substance Grise va nous permettre d'atteindre les différents médecins là où ils sont avec les différentes formations qu'on pourra faire. Une fois de plus, merci et bonne célébration de la Journée mondiale du rein. Et Merci surtout, beaucoup. nous Docteur leur Clarisse, vous invitons êtes à là? venir participer samedi à la matinée, pour moi, ceux qui ont pris l'inscription. Voilà. D'accord, oui. Et à la Merci. matinée Je ne scientifique sais le pas À la samedi. si matinée Yannick, une scientifique. dernière recommandation. Est-ce qu'on pourra mettre la présentation de samedi en ligne pour ceux qui sont à distance, afin qu'ils puissent suivre à distance? Elle sera payante. D'accord, je vais créer les liens. Docteur Clarisse, un mot, vous êtes là? Je vous remercie, Jephté, de m'avoir accordé la parole. C'était très intéressant, sujet très enrichissant. Bonne Vraiment. soirée. Merci. Docteur Clarisse, je vous ai envoyé les liens, hein. Vous pouvez Pour intégrer le chat, le oui. forum ou les chats. D'accord, Alors, merci. chers membres, encore une fois de plus, d'abord, nous remercions la SOCONEF pour cette opportunité de nous avoir donné cette opportunité d'organiser ces webinaires. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous serons là encore pour accompagner cette société qui ne cesse de nous aider vraiment dans la compréhension des maladies rénales. Alors, comme je vous ai dit au début, donc nous avons un forum dans lequel nous échangeons. Donc, on peut continuer là-bas pour plus de détails. J'espère que tous les néphrologues sont là-bas pour plus de précisions. Alors voilà, nous mettons à terme cette conférence. Et merci, docteur Longo, merci, docteur Yannick, merci, docteur Clarisse. À bientôt. Veuillez nous écrire sur WhatsApp sur 081 18 38 314 où vous aurez le lien 081 081 18 38 314. Numéro WhatsApp. Veuillez nous écrire là-bas pour vous ajouter dans les groupes de discussion.